Connaissance, recherche, sciences, Dessin mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Je vais quand même rappeler brièvement, le plus brièvement possible, quelques données de base. D'abord, peut-être différencier simplement entre médecine prédictive, en tout cas c'est mon interprétation de médecine prédictive et médecine personnalisée. Médecine prédictive, le but est de savoir si une personne est plus ou moins à risque de développer une pathologie, et ça n'a d'intérêt évidemment que si on peut lui proposer quelque chose, que ce soit un mode de vie, que ce soit une thérapeutique, qui va diminuer ce risque de manière notable. En fait, cette médecine prédictive, moi je trouve que ça n'a rien de très nouveau, parce que quand un médecin mesure la tension artérielle ou quand il mesure le taux de glucose, et qu'il trouve qu'il y a un glucose légèrement augmenté ou une pression artérielle qui est un peu trop élevée, la personne, pour le moment, se sent encore très bien. Mais on fait du prédictif en disant, attention, si vous avez pendant au long cours une hypertension et que ça dure, vous avez des risques, par exemple, d'accident vasculaire cérébral, etc. Si vous avez un taux de glucose trop élevé, vous avez des risques de rétinopathie, de déficience rénale, etc. Donc, bien que vous vous sentiez encore très bien avec votre taux de glucose un peu élevé ou votre tension artérielle un peu élevée, on va vous traiter avec des médicaments parce que vous avez un risque, sans qu'on puisse pouvoir absolument être sûr, que vous allez développer une rétinopathie diabétique. Mais on va vous traiter. Ou l'hypercholestérolémie, c'est quand on vous trouve un taux de cholestérol élevé, vous vous sentez très bien, mais si on vous donne des statines, c'est de la médecine prédictive. On dit que quelqu'un qui a un cholestérol élevé, il a quand même des risques importants d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Oui ? Ah ben ça, c'est pour chaque maladie et pour chaque facteur génétique ou biologique, c'est des études épidémiologiques qui vont pouvoir donner ce risque. Et d'ailleurs, dans quelque chose comme le cholestérol, ça dépend aussi, c'est quantitatif, c'est-à-dire que plus vous en avez, plus le risque est important. Donc je ne vais pas aller sur l'aspect quantitatif. Je donnerai des exemples, en tout cas pour le risque. Mais c'est exactement ce que je vais aborder, en tout cas pour les facteurs génétiques de risque. Ça, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça change tout, et on va essayer de voir ces aspects. Mais disons, c'est simplement pour dire, voilà, ça c'est la médecine prédictive. La médecine personnalisée, c'est plutôt pour moi par rapport au traitement. Comme vous savez, souvent, par rapport à une pathologie donnée, on a plusieurs médicaments possibles, on a plusieurs dosages possibles de ces médicaments, et c'est un peu ce qu'on dit en anglais trial and error, pour dire tiens, on va commencer par ce médicament, si ça marche bien, c'est bien, si ça ne marche pas, on va essayer un autre médicament. Et puis alors de temps en temps, il y a des médicaments qui ont des effets adverses qui peuvent être catastrophiques, et est-ce qu'on peut les éviter? Donc ça, c'est la médecine personnalisée, c'est comment, pour quelqu'un qui a déjà développe une maladie, comment trouver en fait le médicament, la thérapeutique qui sera la plus efficace avec le moins d'effets indésirables pour cette personne. Et donc, est-ce que la génétique nous aide à mieux prédire, mais à mieux prédire, ça n'a d'intérêt que si on peut faire quelque chose face à cette prédiction, et est-ce que ça nous permet d'avoir une meilleure efficacité de traitement et de limiter les effets indésirables. Je m'excuse, de temps en temps, j'ai des dias en anglais parce que je n'ai pas refait toutes mes dias. Donc, si vous voulez, l'hypothèse quand même, c'est que dans les maladies communes, ces maladies sont la résultante d'effets
de notre terrain génétique, donc qui sont des variations dans de nombreux gènes qui peuvent augmenter ou diminuer le risque de développer une maladie, mais tout ceci en interaction avec l'environnement. Le génome humain, au cours des générations, évolue très peu. Hein, c'est-à-dire, nous avons globalement le même génome et les mêmes variabilités dans le génome que les personnes qui vivaient il y a 100 ans, mais on sait que certaines maladies ou que certains traits, par exemple l'obésité, est devenu un phénomène de société, et bien que tout le monde soit d'accord qu'il y a des prédispositions génétiques à l'obésité, si l'obésité ou le diabète de type 2 augmente énormément dans la plupart des pays, ce n'est pas évidemment parce que les gènes ont changé, mais c'est parce que le mode de vie a changé, on fait moins d'exercice physique et on mange plus de calories et plus de lipides. Donc, c'est cette interaction entre, si vous voulez, les variations génétiques qui font que nous sommes à la fois, un terme d'ailleurs que Jean Dosset aimait beaucoup, nous sommes uniques, mais nous sommes aussi différents par rapport à notre probabilité de développer telle ou telle maladie, mais en interaction évidemment avec l'environnement. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de mesurer cette influence de la génétique sur la probabilité de développer une maladie? Eh bien, je dirais qu'il y a deux grandes possibilités. C'est de voir est-ce qu'il y a une agrégation familiale pour une maladie donnée. Et par exemple, si une personne est atteinte d'une maladie, que ce soit le diabète de type 1 ou que ce soit de l'asthme, on va essayer d'observer quel est le risque observé, hein, que ces enfants ou ses frères et sœurs développent la même maladie. Et on s'aperçoit que pour beaucoup de maladies, le risque de ce qu'on appelle les apparentés au premier degré, c'est-à-dire fils-fille, frère ou sœur, ou éventuellement père ou mère, par exemple, pour le diabète de type 1, insulinodépendant, est 10 à 20 fois plus élevé chez les apparentés du premier degré que pour des personnes de la population générale, et de la même chose pour la schizophrénie, l'asthme, la sclérose en plaques. Vous avez ce qu'on appelle le risque relatif, qui indique, vous voyez, par exemple 4 fois, c'est que pour le diabète de type 2 non insulinodépendant, le risque dans la population générale, en tout cas dans ce livre qui est, je crois, ça vient d'un livre de Jody Feingold, 2 à 4% de la population, je crois que c'est en train d'augmenter évidemment, et chez des apparentés au premier degré, dont l'un est atteint, eh bien, le risque passe à 10 à 15, donc a été multiplié par environ 4 fois. Mais ceci dit, et ça c'est un des problèmes, les familles partagent non seulement la génétique, mais partagent aussi l'environnement. Alors comment essayer de discerner la part de la génétique et de l'environnement? Une des stratégies qui est utilisée, c'est de comparer les récurrences d'une maladie entre des jumeaux monozygotes, et, donc, qui sont identiques génétiquement, et des jumeaux dizygotes qui partagent, disons, 50% de leur variation génétique, mais 50% sont différentes. Et vous voyez ce type de choses pour l'hypertension, pour la maladie coronarienne, pour la polyarthrite rhumatoïde, où on voit en noir la corrélation. Donc si un des jumeaux, par exemple, a une polyarthrite rhumatoïde, eh bien l'autre a une probabilité de 40% d'avoir également une polyarthrite rhumatoïde, alors que si c'est des jumeaux dizygotes, donc qui sont comme deux frères ou deux sœurs, etc., eh bien la probabilité est beaucoup plus faible, disons environ 10%. Donc cette différence entre monozygote et dizygote est censée refléter, disons, l'importance de la part génétique. Et puis il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'à partir du moment où des jumeaux monozygotes, par exemple, ont 40% de concordance par rapport à une maladie donnée, ça veut dire que de toute façon, même si vous connaissez absolument la séquence complète
du gène, etc., vous n'allez jamais pouvoir prédire plus que 40% le risque de développer la maladie, puisque vous savez déjà que 2 personnes identiques, en tout cas en moyenne, sur l'ensemble de la population, un génome identique, la probabilité d'avoir la même maladie n'est que de 40%. Donc, si vous voulez, ça, c'est les méthodes d'analyse qui ont évidemment, comme toute méthode, il y a des difficultés d'interprétation, mais enfin, c'est une première bonne idée de l'importance du facteur génétique. Voilà, par exemple, l'autisme, c'est une chose intéressante. L'autisme est une des maladies pour lesquelles, à la fois, la récurrence, et il y a même des données presque plus fortes, la récurrence chez les jumeaux monozygotes est très forte, et la récurrence chez les jumeaux dizygotes est relativement faible. Et donc ça pose des problèmes sur comment est-ce qu'on peut interpréter génétiquement ce que peut être la contribution des gènes à l'autisme, puisque vous avez donc cette très forte concordance chez les jumeaux monozygotes et faible chez les zygotes. Alors, pour les tenants d'hypothèses, disons, psychanalytiques ou autres, il vous expliquait à un moment, bon, je sais plus, que effectivement la relation fusionnelle entre des jumeaux monozygotes n'est pas la même, ce qui se ressemble tellement qu'entre des jumeaux dizygotes, et donc que la concordance pourrait s'expliquer aussi par des effets, disons, dits psychologiques. Mais je n'entrerai pas dans ces détails. Alors maintenant, l'histoire, c'est comment identifier les gènes de prédisposition et les variants à risque. J'irai très rapidement, parce que sinon, je n'aurai pas le temps de faire mon cours. Il y avait 2 grands types, il y a toujours d'ailleurs 2 grands types d'analyse. Les études d'association où vous comparez la fréquence d'un marqueur génétique chez les personnes atteintes par rapport à une population contrôle, en espérant que cette population contrôle est le mieux choisie possible pour éviter tout artefact dû au fait que, par exemple, vous pourriez comparer des gens qui ont des origines ethniques différentes. Et ça, pendant longtemps, ça se faisait sur des gènes candidats, par exemple HLA, ou des régions candidates. Et ce n'est que depuis, disons, 2005-2006, qu'on sait faire ces études d'association au niveau de l'ensemble du génome, avec toujours une certaine densité. Et puis des études familiales, où là, on se pose plus la question, s'il y a plusieurs personnes atteintes dans la famille, quelles sont les régions du génome qu'elles ont héritées en commun du même parent, et c'est là qu'on doit trouver des gènes de prédisposition. Alors, chacune de ces approches a des avantages et des inconvénients. Pour aller très vite, si au niveau d'un gène donné, vous avez une très grande hétérogénéité de variants génétiques qui peuvent être impliqués dans la prédisposition à la maladie, les études d'association ne vont pas être très performantes. Elles ont besoin, ces études d'association, que vous ayez un ou maximum 2 variants dans la population qui rendent compte de la majorité de cette prédisposition pour ce gène. Les études de famille, par contre, sont un peu moins sensibles à cet aspect de variation allélique, c'est-à-dire du fait que vous ayez au niveau d'un même gène plusieurs variations différentes qui permettent d'augmenter le risque de la maladie. Donc elles sont moins sensibles à ça, mais par contre, elles ne vous permettent pas d'identifier une région très précise où se trouve le gène de prédisposition. Elles vous disent au mieux, voilà, c'est dans une région de 10 millions de paires de bases, et dans cette région, il y a 100 gènes. Donc dans ces 100 gènes, il doit y en avoir un qui probablement est associé au risque de développer la maladie. Donc c'est les études d'association et les études de famille. Donc ces études d'association, juste, donc vous comparez la fréquence des allèles ou des génotypes. Les allèles, c'est dire, par exemple, si vous avez l'allèle A et B, vous comparez la fréquence de A et la fréquence de B entre les malades et les témoins. Génotype, c'est, si c'est en tout cas sur un autosome,
si vous avez les allèles A et B, vous pouvez être AA, AB ou BB. Et donc vous allez comparer la fréquence de ces trois classes entre les cas et les témoins. Et puis, vous pouvez faire ça dans la population générale ou dans des populations plus ou moins isolées, comme, je ne sais pas, la Sardaigne ou la Finlande ou les Juifs ashkénazes. Et vous avez des avantages et des inconvénients à ces diverses approches. Je n'entrerai pas dans les détails. Et puis, simplement pour ensuite comprendre ce qu'on voit dans les publications, c'est qu'on a deux paramètres qui expriment l'importance de la contribution d'une variation génétique au risque de la maladie. C'est le risque relatif, ou qui est souvent aussi calculé sous forme de odds ratio, qui exprime, si vous voulez, le fait que, voilà, quel est le rapport du risque de développer la maladie si on a tel ou tel variant par rapport au risque de développer cette maladie si on n'a pas ce variant. Si on a un risque relatif de 2, ça veut dire que si on n'a pas le variant et que la maladie a une fréquence de 1%, on a 1% de chance d'avoir la maladie. Si on a ce variant avec un risque relatif de 2, ça veut dire qu'on a 2% de chance de développer la maladie. Donc vous voyez, on va pour se dire qu'un risque relatif de 2, si pour une maladie, par exemple, on va dire la schizophrénie, si ça fait passer votre risque de 1% à 2%, c'est quand même pas encore très prédictif, tous ces isolistes. Hein. Et donc ça, c'est un aspect. Donc là, j'ai simplement mis comment on peut calculer si on a un système très simple, et j'espère que les spécialistes dans la salle ne vont pas dire que c'est un petit peu naïf, mais enfin voilà, c'est l'odds ratio qui donne une idée de, si vous voulez, quelle va être l'augmentation du risque moyen, calculé sur l'ensemble de cette population de malades et de contrôle, qui est causée par la présence de ce variant chez un individu. Et puis il y a quelque chose qui est beaucoup plus discuté maintenant, mais que les gens continuent à utiliser quelquefois, qui est le risque attribuable. Et d'une certaine manière, il y a aussi la formule qui est très simple, mais je ne l'expliciterai pas. Le risque attribuable, c'est de dire quelle est la proportion de cas dans la population qui est expliquée ou qui est causée par la présence de ce variant, disant que, voilà, si ce variant n'était pas là, on aurait combien de diabète on aurait en moins. Alors, je dirais que ça, c'est surtout utilisé, et nous allons le voir, on trouve quelquefois des variants de prédisposition à une maladie donnée qui ont un effet très faible. Ils ont un odds ratio de 1,2, donc ils font passer de la fréquence, par exemple, de schizophrénie, on va dire, de 1% à 1,2%. Donc ça, c'est pas très, très sexy du point de vue de l'effet. Mais il se trouve que dans certains cas, ces variants sont ceux qui sont les plus fréquents dans la population. Alors donc, on peut vous faire le cas. Si ce variant n'existait pas, on aurait 20% de moins de schizophrénie dans la population. Donc, au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, en France, 600 000 schizophrènes, on n'aurait que 500 000. Et donc, on veut dire, voilà, ça explique 100 000 schizophrènes. Alors ça, c'est. Sauf que pour faire ça, si c'est justement un variant particulièrement fréquent, c'est-à-dire qu'il faudrait en fait se débarrasser de 70% de la population, ce qui est quand même pas tout à fait... Donc si vous voulez, cette histoire de risque attribuable, je trouve que quelquefois c'est une manière un peu de faire mousser des résultats, mais dont je dirais, voilà, ça permet de dire, regardez, on a trouvé quelque chose d'important, mais en fait c'est un peu illusoire. Donc HLA maladie. Et donc ça, c'est des données qui sont vieilles. 1983, en génétique, c'est l'Antiquité. On commençait tout juste à savoir cloner, à savoir isoler des fragments d'ADN. Donc tout ça, ça a été fait
avec des tests sérologiques d'analyse de la variation HLA. Et donc, il y a eu pour un grand nombre de maladies, et ça a été un moment une industrie, je veux dire, les gens prenaient une maladie et puis testaient est-ce qu'il y a une association HLA. Et voilà quelques-unes de celles qui sont les plus connues. Par exemple, celle-là qui est très connue, pour une maladie qui est une arthrite inflammatoire, la spondylarthrite ankylosante, qui, en forme grave, est une maladie vraiment très, très invalidante, où effectivement, il a été montré que 85 à 90% des patients ont un variant HLA qui appelle B27, défini sérologiquement, j'y reviendrai, alors que dans la population contrôle, c'est à peu près 10% de la population. Et si on fait le calcul de risque relatif, il est très important, c'est-à-dire le fait d'avoir ou de ne pas avoir la HLA B27 multiplie le risque par environ 100 fois d'avoir une spondylarthrite ankylosante. Ceci dit, la spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie rare, c'est 5 pour 1000 dans la population. Or, il y a 10% de la population qui a HLA B27. Donc, ça vous dit tout de suite, s'il y a 10% de la population qui a HLA B27 et que la maladie n'est présente que 5 personnes sur 1000, ce qui est beaucoup moins, ça veut dire que vous pouvez très bien avoir, 10% d'entre vous sont porteurs d'HLA B27, et heureusement pour eux, c'est vrai que leur risque est devenu beaucoup plus élevé, mais il reste encore faible d'avoir une spondylarthrite ankylosante. Le psoriasis, voilà, avec des risques, c'est pour d'autres allèles, donc des risques relatifs d'environ 10 à 20. Le diabète insulinodépendant avec ces gènes de classe 2 et donc les variants DR3 ou DR4, et c'est encore, le risque devient plus élevé si les gens ont à la fois DR3 sur un chromosome et DR4 sur l'autre chromosome. Là, un risque relatif qui est un peu plus faible. Et puis, j'en ai mis en rouge 2, l'hémochromatose, donc qui est cette maladie du métabolisme du fer, où le fer s'accumule notamment dans le foie et peut entraîner des problèmes assez graves, donc l'hémochromatose, ou une autre maladie, l'hyperplasie surrénalienne congénitale, qui entraîne des défauts du développement des caractères sexuels, et donc l'appareil génital plutôt. Vous voyez qu'il y a une association donc, avec ici HLA-B47 et un risque relatif de 15, qui est important, ou l'hémochromatose avec HLA-A3 et un risque relatif de 8. Alors pourquoi je les ai mis ces deux-là en rouge et les autres en noir? C'est qu'il se trouve que ceux qui sont en noir sont des maladies auto-immunes où il y a une relation complexe mais quand même fonctionnelle directe entre le système HLA, et il y a plusieurs gènes du système HLA, mais le système HLA régule la réponse immunitaire, et la réponse immunitaire, ce n'est pas simplement pour lutter contre des agresseurs de type virus ou bactéries, mais elle doit être régulée pour ne pas lutter contre les protéines du soi. Et quand vous avez un système immunitaire, et donc les gènes HLA sont importants dans cette régulation de la reconnaissance du soi. Et quand cette régulation de la reconnaissance du soi ne se fait pas bien, vous pouvez développer une maladie auto-immune. Il est déjà... Attendez. Non, il est 5 heures. Oui, donc j'ai quelques minutes. Donc, maladie auto-immune. Donc là, on peut comprendre que les gènes HLA soient fonctionnellement impliqués, des variants, dans des dysrégulations de la reconnaissance du soi, de la réponse immunologique, à l'origine de maladies auto-immunes. L'hémochromatose et l'hyperplasie surrénalienne, c'était beaucoup plus difficile à voir pourquoi elles étaient liées à HLA. Et en fait, il faut voir que quand on fait une étude d'association, qu'est-ce qu'on regarde? Imaginons que vous ayez, au cours de l'évolution de chromosomes, alors Adam et Ève, ça peut être un peu plus récent quand même, vous accumulez dans une région du génome, une région suffisamment petite pour qu'elle soit transmise en bloc
des parents aux enfants. Vous avez à un moment un variant jaune qui a été créé par une mutation, si vous voulez, un changement d'une base, une mutation, variant jaune. 50 générations après, vous avez un variant, ça, je crois que c'est vert, je suis un peu colorblind, donc il faut m'excuser, c'est vert. Et puis, parmi les descendants qui ont hérité de ce chromosome maintenant qui est marqué jaune-vert, il y a eu tout d'un coup un variant noir qui a été créé par une autre mutation, mais qui va se trouver que dans une partie assez faible de la population. Donc là, vous allez avoir un haplotype, ce qu'on appelle un haplotype noir, jaune, vert, alors que là, vous avez des haplotypes jaune-vert. Et puis, un autre chromosome, il y a la variation blanche, et puis la variation orange, etc. Donc, vous avez, de nouveau, au cours du temps, de l'histoire des populations, vous avez création de ces haplotypes qui vont, par des effets de génétique de population, quelquefois de sélection, devenir plus ou moins fréquents dans diverses populations. Et puis, à un moment, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 200 ou 300 générations, vous avez une mutation qui, elle, a un effet pathologique qui va augmenter de manière plus ou moins forte le risque de développer une maladie. Et cette variation va se retrouver sur un haplotype orange, blanc, et cette variation. Donc, quand vous allez mesurer, évidemment, si vous mesurez la fréquence de cette variation-là chez les malades par rapport à la population contrôle, comme c'est elle qui augmente directement la probabilité de développer la maladie, vous allez trouver qu'elle est plus fortement représentée chez les malades que chez les atteints. Mais en fait, comme le rouge, là, se retrouve toujours sur un chromosome qui a également le blanc et également l'orange, vous allez retrouver, par exemple, le marqueur orange va être lui aussi surreprésenté dans la population, ou le marqueur blanc un peu moins, parce qu'il est plus fréquent dans la population, vous aurez plus de mal à le détecter, mais enfin, lui-même sera aussi augmenté. Donc, quand vous trouvez une différence d'association, vous dites que tel marqueur est plus associé et plus fréquent chez les malades que chez les normaux, ça peut être dans un cas exceptionnel, rare, parce que vous avez eu du pot, vous êtes tombé sur le marqueur qui est directement modifie la fonction du gène, l'expression du gène, et que c'est ça qui entraîne le risque accru de maladie, ou tout simplement, vous avez testé un marqueur qui est présent sur le même haplotype, et donc qui voyage avec, ce qu'on dit en anglais quelquefois, qui tag, qui est un peu le miroir de celui-ci que vous n'avez pas mesuré directement. Et d'ailleurs, vous voyez que, évidemment, si vous mesurez par exemple l'association sur ce marqueur blanc, l'effet que vous allez mesurer va être beaucoup moins fort que si vous aviez mesuré directement l'allèle ici rouge. Bon, on va s'arrêter pour 2-3 minutes, vous laissez prendre vos aises, et puis on recommence dans 2-3 minutes. Oui. Sur ce que vous venez de dire, là, depuis vous ne pensez pas qu'on s'en va vers le cœur génomique du nouveau-né ? Alors ça, c'est quelque chose dont on pourra parler la dernière fois. Je pense que je vous montrerai que la difficulté d'interprétation de ces données, surtout quand on parle de l'ensemble du génome, fait qu'il n'y aurait pas d'intérêt à faire cette carte génomique du nouveau-né, parce qu'on ne saurait pas quoi en faire. Ça risquerait de causer quelques, d'ailleurs, inquiétudes et autres. Par contre, il pourrait être possible qu'au fur et à mesure des connaissances, on s'aperçoive que tel ou tel marqueur pourrait avoir un intérêt de prévention dans tel ou tel cadre, par exemple de risque familial ou pas. Donc, si vous voulez, ma réponse, c'est la carte génomique du nouveau-né, dont je dois dire quand même que mon ami Daniel Cohen prédisait l'avènement dans un livre
je ne me rappelle plus, les gènes de l'espoir, hein, je crois que ça s'appelait comme ça, aussi paru chez, je crois, Odile Jacob. Et dans les gènes de l'espoir, effectivement, il annonçait cette carte génétique du nouveau-né, où on allait lire l'avenir pathologique de ce nouveau-né, pour évidemment, en tout bien, tout honneur, pouvoir lui garantir une vie saine. Je dirais que quand Daniel Cohen a écrit ça, on n'avait encore que très peu d'idées sur la complexité génétique, sans parler de la complexité environnementale qui sous-tend les maladies communes, et que ce que l'on connaît à l'heure actuelle rend cette perspective de moins en moins intéressante, si jamais elle avait eu un intérêt. Je vous donne simplement, par exemple, HLA-B27, qu'on connaît depuis maintenant 72, près de 40 ans, okay, qui est un effet très fort. J'ai dit odds ratio 100 fois. Après, dans le reste de mon cours, je vais vous présenter des choses qui ont, quand c'est un odds ratio de 2, on saute en l'air tellement c'est fort. Le plus souvent, c'est 1,2, 1,3. Donc on n'est pas par rapport à 100. Eh bien, 100 fois, personne, je pense, n'a jamais quand même proposé de génotyper systématiquement les nouveau-nés pour HLA par rapport au risque de spondylarthrite ankylosante. D'abord parce que ce risque reste quand même relativement faible, et puis surtout parce qu'on ne saurait pas quoi dire à ce nouveau-né, à ses parents. Parce qu'en fait, on pense qu'il y a des facteurs environnementaux, notamment infectieux. Mais comme on ne sait pas quelle bactérie exactement, puis de toute façon, dire aux parents, bon ben voilà, il a HLA-B27, donc il ne faut surtout pas qu'il soit infecté par telle bactérie, donc on va en faire un enfant bulle pour un risque je sais pas, de 5% d'avoir une spondylarthrite ankylosante, ça ne tient pas debout. Donc si vous voulez, je crois que votre question est une question intéressante, mais je pense que vous verrez à la fin du cours, si vous avez la patience de rester, que en fait, l'intérêt serait nul. Les difficultés seraient probablement... en fait, à la limite, on verrait que c'est tellement complexe que de toute façon, ça resterait dans un tiroir non analysé. Mais enfin bon. Mais en fait, donc pour le moment, je dirais que la réponse est non, ça n'a pas d'intérêt.